Bonsoir à tous. Il est 19h01 en France, 17h01 à Abidjan, 18h01 au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Félicitations aux Lions indoptables. Ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, en ce moment, l'actualité, c'est le stade Bempé, inondé, l'inondation. Enfin, je sais pas, on a dû suivre un peu tout le monde. Nous tous, on a dû suivre cette actualité lors du match, le match amical Côte d'Ivoire-Mali. Malheureusement, le match a été écourté au vu de la pluie qui est tombée sur le stade Bempé. Et hier, on a vu la sortie du porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, on va en parler avec notre invité qui est Alain Debélé. Il est réalisateur de clips. C'est le réalisateur de la série Enfants bénis, donc biopic. Un film documentaire qui retrace donc la vie de DJ Arafat. Voilà, il est notre invité. On va échanger avec lui tout à l'heure. Bien avant, je vous l'ai dit, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à tous les abonnés d'ActuPeople.net, que ce soit sur la chaîne YouTube ou la page Facebook ActuPeople.net. Je suis Guillaume Vergès. Je suis le présentateur. Ben voilà, merci de bien vous installer. Le temps pour moi de pouvoir partager justement ce direct-là et vous inviter aussi à le partager. Et le temps pour nous que notre invité du jour puisse se connecter, Alain Debélé. Donc, Enfants bénis, c'est le nom de la série documentaire, la série événement qu'il sort sur Didier Arafat. Vous avez dû voir un peu la bande-annonce avec Maël comme acteur principal. Il va nous parler des dessous, on va dire, de cette série-là. Un projet qu'il avait en gestation depuis quelques années. Il nous en a d'ailleurs parlé à la faveur d'une interview qu'il nous a accordée, je crois, il y a 1 an ou 2. Et ce garçon, la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être en novembre 2022, lorsqu'il nous a accompagnés à l'AIE pour la toute dernière interview que nous a accordé le président Charles Bégoudé, président du COGEP, avant son retour en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on s'installe tout doucement et tout à l'heure, Alain Debélé sera avec nous. Merci de partager ce direct. Vous pouvez réagir aussi. S'il y a des questions, on pourra lui poser ces questions. Parce que lorsqu'il a diffusé la bande-annonce, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. Et les gens se sont posés notamment la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Maël qui incarne le personnage de Didier Arafat. C'est une question qui est revenue, beaucoup revenue d'ailleurs. Donc Alain Debélé va répondre de tout cela tout à l'heure. Comment est-ce qu'il a pu tourner, comment est-ce qu'il a eu les différents acteurs. Et là, il a dit, en off, il nous a dit qu'il a bouclé, on va dire, c'est une série, on va dire, de 4 épisodes. Là, il a bouclé le tout premier épisode, je crois, de 45 minutes. Est-ce que les prochains épisodes, on aura l'apparition de certains acteurs ou de certains amis de Didier Arafat, tels que Olopacha ou encore Landry Agban, ses managers comme qui d'autres? Il y en a eu tellement, il a eu tellement de compagnons. Est-ce qu'on aura ces danseurs dans les différentes séries et dans les différents épisodes où on parle de la vie de Didier Arafat? Encore une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Et voilà. Je vais partager rapidement. Merci. Ok. Parfait. Avant qu'Alain Debélé nous rejoigne, on a une actualité culturelle très fournie. Au chapitre des agendas, il y a tellement de concerts. Je vais mettre les différents visuels en commentaire. Vous allez voir un peu sur ce direct-là. Il y a tellement de concerts. On aura Apuchu National qui sera en concert le 6 janvier 2024. Ce sera donc, Apuchu sera en concert le 6 janvier 2024 au Palais de la Culture. Il y aura Sumbil sera en concert lui le 14 octobre au Trianon à Paris. Donc le 14 octobre, Sumbil en concert au Trianon à Paris, c'est à partir de 19h30. Les passes 45 €, 38 €, 38 €, 70 €, 100 €. Macaulay King aussi sera en concert à Paris le 14 octobre au New Morning. François Kensi, après son retour en Côte d'Ivoire il y a quelques mois, sera en concert à l'Acoustique le 8 octobre à 19h. Le tarif, c'est 20 000 francs CFA. Je vais mettre le visuel de tous ces concerts-là tout à l'heure en bas de ce direct. DJ Ramatoulaye One Man Show dans la Var. C'est le 30 septembre 2023 au Palais de la Culture à la salle François Louga. Ah ouais, comment ça? Parce que la salle François Louga aussi, le même 30 septembre,
Il y a Alain Guise qui sera en concert. Peut-être que Ramatoulaye, lui, sera certainement à la salle à Numabo le 30 septembre à 16 h. Et Alain Guise, lui, c'est à 14 h. Bah, j'espère que la programmation sera respectée. Voilà. Donc, on vous a donné un peu l'agenda. Je récapitule. Il y aura aussi Habib Koïté, Habib Kouaté, autant pour moi. Habib Kouaté qui sera en concert live le 6 octobre à l'Institut français à 20 h. Habib Kouaté, c'est organisé par le grand frère Don Karim. Donc, je reprends. Pour l'agenda, il y a un agenda très, très fourni. Vous pouvez noter sur vos différents calepins. Habib Kouaté en concert le 6 octobre, vendredi 6 octobre 2023 à l'Institut français à Abidjan en Côte d'Ivoire. Apouchou National le 6 janvier 2024 en concert live au Palais de la Culture à Tréjuil. Soumbil le 14 octobre en concert au Trianon à Paris. Le 14 octobre, Macaulay King aussi sera en concert à Paris au New Morning. François Kensi en concert showcase à l'Acoustique. C'est le 8 octobre à 19 h 00. Ramatoulaye avec Dans la Var, ce sera le 30 septembre 2023 au Palais de la Culture. Et Alain Guise le 30 septembre 2023, toujours au Palais de la Culture à la salle François Louga à 14 h. Voilà. Outre cet agenda, on a dû voir un peu l'actualité people. On va essayer de passer un peu en revue l'actualité people qui a scotché un peu, on va dire, tout le monde sur les réseaux sociaux, même dans les médias. On a vu malheureusement lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali, cette pluie battante qui a donc fait stopper les hostilités entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. Vous avez dû voir un peu l'explication du porte-parole du gouvernement ivoirien. On ne va pas commenter, mais tout à l'heure, notre invité, lui, va commenter cela. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre de la Communication, a dit simplement, lui, en tout cas, il s'informe ça sur les réseaux sociaux. Donc, tout le bruissement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il n'a pas fait attention à ça parce qu'il y a tellement d'émotions et puis tellement d'experts sur les réseaux sociaux que lui, vraiment, il ne s'informe pas là-dessus. Il s'informe dans les masses médias, on va dire dans les réseaux conventionnels et traditionnels, des canaux d'information, on va dire traditionnels. Certainement que peut-être que l'information, vu qu'elle a été reprise sur les chaînes de télévision nationales et internationales, certainement qu'il va s'intéresser à ça. Et vous avez dû voir, il y a eu aujourd'hui, on va dire, une mission pour voir un peu ce qu'il en a été aujourd'hui, jeudi 14 septembre 2023, au stade Bimpe, pour voir un peu l'état de la pelouse, 2 jours après cette pluie. Et je crois bien, apparemment, il y a des réflexions qui sont en vue. Et selon ce que j'ai eu lire au niveau des informations, c'est que le ministre des Sports a dit qu'ils vont prendre en charge certains frais. Voilà. Cette fois-ci, ce ne sera pas les 20 milliards. Somme toute, justement, les 20 milliards, à propos des 20 milliards, apparemment, c'était plutôt 29 milliards de francs CFA, selon ce qui a été dit lors du point de presse qui a été organisé à ce jour, donc au stade Bimpe, pour faire un peu l'état des lieux, puis situer les responsabilités à certains niveaux, situer aussi le niveau des différentes dépenses par rapport à cette somme qui a été avancée pour de sorte à ce que le stade Bimpe soit aux normes internationales. Voilà. Vous avez dû voir aussi au chapitre des infos, enfin aujourd'hui, vous me voyez aujourd'hui sur le match France-Uruguay, Coupe du monde de rugby. Ça se joue à Lille, je crois. Voilà, France-Uruguay. Le samedi, nous, à Nantes, on va accueillir à la Beaujoire le match Irlande-Île-Tonga. Ça sera le samedi. Voilà. Voilà. Par rapport à l'actualité aussi, on a vu un peu la passe d'armes entre Yasmine Aka et sa fille Esther Yua. Ce n'est pas une passe d'armes. Je rectifie, je reprends les mots. D'autant plus que Esther Yua a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour témoigner un peu du fait qu'elle tarde à avoir un enfant et qu'elle a eu à faire un avortement par le passé. Et cela a fait que sa mère, Yasmine Aka, qui vit en Suisse, est sortie de son silence. On sait qu'il y a des années en arrière, Alain Negbele va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Alain, je demande à rejoindre, je ne sais pas dire. Mes invités ont du mal chaque fois à rejoindre le direct. Demande à rejoindre le direct en cliquant sur les 2 bonhommes, s'il te plaît. Voilà, donc je disais donc du coup, Yasmina Aka, elle a fait des sorties du coup depuis la Suisse où elle a essayé d'exprimer un peu, on va dire, l'amertume de la mère qu'elle est, d'autant plus qu'elle souffre un peu, on va dire, quelque part d'un déficit d'amour de la part de sa fille, voilà, qu'elle ne voit plus. On prie en tout cas que la paix revienne entre mère et fille et que les 2 parties puissent se rapprocher de sorte à pouvoir en tout cas
continuer à célébrer cet amour, justement, dont parlait Esther Yua lors d'une sortie sur la chaîne de télévision Live, lorsqu'elle dédiait une chanson à sa mère. On veut les voir vivement vivre cet amour de manière véritable, quoi, véritablement. Une note malheureuse parce que notre jeune sœur Flora Zalo est en ce moment malade. Elle est à l'hôpital en Suisse. Et j'ai vu pas mal de messages qu'elle m'a envoyés. Ça donne froid dans le dos. C'est un peu... on va la tenir en prière. Union de prière pour elle parce que c'est pas du tout facile. Je vous lis rapidement les messages qu'elle a pu m'envoyer. Flora Zalo... Elle a écrit comme ça. Bonjour, moi je suis shooté par les médicaments, donc c'est compliqué. C'est quand je suis éveillé que je communique. Les médecins disent qu'on ne peut plus rien faire pour moi. Je serai transféré à domicile avec un service médical pour une hospitalisation à domicile. Seulement en cas de gravité que je serai renvoyé à l'hôpital. Ensuite, elle écrit, après encore le passage des médecins ce matin, ils m'informent que la thrombose est tellement délicate que si on m'opère, je meurs parce que le caillot de sang depuis un mois est toujours logé dans la grosse veine qui distribue le sang dans notre corps. Donc, ils préfèrent laisser les médicaments agir peu importe le temps. Pour le cancer d'utérus et endométriose, c'est très délicat vu ma fragilité. Ils ont peur de me faire opérer, donc ils attendent. Concernant les douleurs, ils ont tout essayé, ils ne peuvent plus rien faire pour moi. Pour l'insuffisance, pas d'amélioration, voici la nouvelle. J'ai compris que seul Dieu qui peut me sauver. Beaucoup de courage à Flora Zalo. Flora Zalo, jeune ivoirienne qui vit en Suisse. Voilà, chanteuse par moment, promotrice de spectacles. Beaucoup de courage, union de prière, que Dieu lui, que Dieu lui accorde la guérison. On n'attend plus que notre invité du jour, Alain Debélé. On a essayé de faire on a fait tous les essais en off. Malheureusement, le temps de commencer le direct là, on n'arrive plus à l'avoir. Bah, s'il te plaît, tu cherches à rejoindre le direct là en cliquant sur les deux bonhommes en bas de la page, s'il te plaît. Je suis dans le direct, mais je ne vois pas les deux bonhommes. Bon, moi, je te fais la capture de mon écran, ce que je vois. Ok. Oh, bon. De toute façon, on va y arriver. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois que nos invités aient du mal à pouvoir se connecter, à pouvoir nous rejoindre sur les directs. Mais voilà, on s'en est toujours sorti. On espère cette fois-ci justement que on pourra s'en sortir et qu'Alain Debélé pourra nous rejoindre. Ok. Mais je pense que ça devait être bon là. Je t'ai envoyé une invitation à rejoindre le direct. Il fallait accepter, s'il te plaît. Bonsoir à M. Mahamadou Zango qui nous suit sur ce direct. Bill, comment vas-tu? Salut fraternel à toi. Vous pouvez nous faire un coucou comme ça, on peut répondre le temps que Alain Debélé ne se connecte, quand on commence l'interview. On va y arriver en tout cas, d'ici peu de temps. Excusez-moi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, j'ai vu que tu étais sur le direct, je t'ai envoyé une demande là, tu n'as pas accepté, tu as refusé. Bon, là, je te fais, voilà, je fais une nouvelle là. Tu veux envoyer une invitation, je viens de t'envoyer une nouvelle invitation. Ajout en cours, voilà, s'il te plaît. Voilà. Merci. Ok.
Salut Alain Lebélé. Comment vas-tu? On t'entend pas, hein? Coucou Guillaume, sois salué depuis ta position, content de t'écouter. Daniel Dion, merci ma grande, merci beaucoup. Salut Alain, on t'entend pas, hein? Tu as eu du mal à te connecter, tu vas pas nous faire le coup aussi du son. Ton son est coupé là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Quoi ça? Oula. Bon, on espère que cette fois-ci, ce sera bon. Là, c'est bon? Ouais, vous m'entendez? Voilà, voilà. Là, on t'entend. Ah, super. On t'entend bien. C'était pas facile, hein? Bah, on y arrive toujours. C'est surtout ça. Ça a permis aux gens de se connecter, de pouvoir partager aussi, de faire des coucous. On a pu saluer certaines personnes qui sont connectées pour ce direct. Lopi Alain de Distinction. Coucou Guillaume, vous avez tous mes encouragements. Bravo. Merci beaucoup. Merci Alain de Distinction. Merci beaucoup. Diana Yadi, fan parmi les fans. Ekaland. En force et en puissance. Ok. Bon, sans plus tarder, on va démarrer l'interview. Justement, je parlais de l'actualité. Tu as dû suivre un peu comme tous les Ivoiriens, comme tous les internautes. C'est vrai qu'en tant que réalisateur, tu t'informes quand même sur tous les sujets qui alimentent l'actualité, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, en Afrique, un peu partout dans le monde. Mais l'actualité dominante en Côte d'Ivoire, c'est cette inondation du stade Ebempe. Qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Bah écoute, moi là, je peux te dire au gouvernement de faire rapidement ce qu'il faut faire, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir, je ne sais pas si c'est rénover, il faut dire, il faut refaire, mais en tout cas là, on a 4 mois de la CAN et franchement, on a eu grave honte ce jour-là. Franchement, on se moque grave des autres pays, mais là, ce week-end, c'était compliqué. C'était très compliqué, donc j'espère qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour pouvoir finir à temps avant la Coupe d'Afrique, parce que c'est notre stade principal, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que les Ivoiriens ont réagi avec beaucoup de virulence. Il y a eu même, on va dire, il y a eu de l'autodérision quelque part. Mais qu'est-ce que tu dis de la sortie du porte-parole du gouvernement qui dit que lui, il n'a pas vu toutes les réactions sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup d'experts et il y a beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi, tu réagis à cette sortie-là? Bah, moi, je pense qu'il devrait écouter il devrait écouter le peuple. Je pense que, bon, après tout ce qui concerne, comme c'est des experts en leur domaine, je pense que le porte-parole savait de quoi il parlait. Il maîtrisait son sujet quand il disait que c'était des pluies, il faut faire des analyses sur 20 ans, 10 ans pour savoir. Bon, ça, c'est des choses qu'il maîtrise. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là aux émotions. Là, on est au concret. Il faut vraiment que les stades soient prêts pour la Coupe d'Afrique. C'est ça le plus important. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est ce que nous on attend. Que les études se font 20 ans avant par rapport à les pluies, ce n'est pas notre travail. Votre travail, c'est de pouvoir fournir des trucs à temps pour que les Ivoiriens soient heureux. C'est tout simplement ce qu'on demande. Voilà. Ok. Outre cette actualité, on revient dans le domaine people, vu que tu es réalisateur de clips. Euh, on a vu le mariage de Suspect 95. Déjà, l'information, selon toi, est-ce que c'est une information qui est réelle? Parce que c'est vrai qu'il a publié, il y a eu beaucoup de people qui ont fait des relais. Il y a certains qui doutent encore, qui se disent au vu de certaines images, au vu de la résolution des images, de pas mal de choses, apparemment, ça s'apparenterait à des images de clips. Bref, il y a toujours des doutes. Hein. Toi, en tant qu'un expert, pour parler d'expertise, en même temps aussi, tu as ton réseau d'informations. Qu'est-ce que tu peux dire de cette actualité par rapport à ce mariage non, je pense Suspect 95? Suspect 95, c'est effectivement marié. Ce n'est pas un clip, ce n'est pas un buzz. C'est quelqu'un de très discret de base et je pense qu'il est assez mature et assez responsable pour ne pas prendre des risques à afficher sa maman, sa femme, ses amis pour un clip en fait. Je pense qu'il y a des acteurs aujourd'hui, on a des comédiens pour pouvoir faire ce genre de mise en scène. Mais là, quand tu vois tout le décor, toutes les personnes à côté, c'est la famille proche, c'est sérieux. Donc il s'est marié, félicitations à lui, je lui ai dit félicitations d'ailleurs. Et puis voilà. Hein. Vu que tu es un homme du réseau, justement, et que là, tu confirmes que c'est un mariage au vu de toutes les personnalités qui étaient invitées, au vu de tous les membres de famille, de ses amis proches,
de sa maman, au vu de, en tout cas de toutes les personnes qui étaient présentes à ce mariage, justement. Est-ce que toi, en tant qu'un homme du réseau, est-ce que tu as eu suspect ou bien est-ce que tu as eu quelques proches qui étaient présents à ce mariage? Si, en fait, on a à peu près des mêmes amis. Je connais un peu ses managers, les gens avec qui ils travaillent, que j'ai vus à Paris, et dans les photos de mariage. Donc, franchement, c'est évident. C'est évident, il s'est marié. Mais il a confirmé ça, qu'il va faire peut-être la suite du mariage en Côte d'Ivoire bientôt, la version ivoirienne. Donc, c'est officiel, quoi. Il faut dire que le mariage a eu lieu à Tours, c'est ça? Exactement. À Tours, là où réside son épouse. Je crois. C'est vrai ou tu crois? T'as pas la certitude? Je crois, j'ai pas cette information qu'elle réside là-bas, mais je sais que c'est passé à Tours. Ok, parfait. En tout cas, tu es notre invité pour parler de ta série événement qui est Enfant béni, le biopic que tu mets à l'index, donc DJ Arafat. Oui. Donc, un film documentaire qui retrace le parcours de DJ Arafat. On va parler en long en large de cette série événement, des coulisses. Mais bien avant de s'intéresser à cette série événement, on va s'intéresser à ton actualité. C'est quoi l'actualité de Alain Negbele? Bah, en ce moment, je travaille sur la série. Vraiment. Tu peux parler tous un les peu plus jours. fort parce que moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah, Hein. ok, bah, je me rapproche. Vous m'entendez maintenant? Voilà, je t'entends mieux. Ouais. Ok. En fait, je disais tout simplement que je travaille tous les jours sur la série, dans l'écriture, avec mes équipes, dans la mise en scène, dans les futurs castings. Le monde du cinéma, c'est très, très. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tous les jours, je travaille. Là, même avant de commencer le live, je suis en train de travailler encore sur les projets. Vu que c'est une série qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, je réside en France. Donc, il y a des choses qu'il faut gérer avant. C'est très, très compliqué de pouvoir faire des choses à distance, mais on travaille. Franchement, et là, aujourd'hui, je travaille encore 2 fois plus. Pourquoi? Parce que l'engouement autour de la série est énorme. Voilà, donc là, je me dis vraiment, je dois vraiment essayer de faire quelque chose de bien et j'essaie de prendre le temps de bien faire les choses afin de pouvoir donner un résultat positif en fait aux Ivoiriens parce que vraiment ils attendent cette série. Franchement, tous les jours, je reçois des messages des États-Unis, en passant par le Sénégal, Togo, Congo, Burkina Faso, des gens qui me disent faut que ça passe dans notre pays, on veut le regarder. Donc en vrai, je me dis en fait la série, bon, moi je le faisais honnêtement pour la Côte d'Ivoire, mais ça dépasse en fait les frontières et je vois que l'effet Arafat, c'est vraiment seulement pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Donc là, avec mes équipes, on était en réunion hier, j'expliquais que là, faudra beaucoup plus se challenger pour pouvoir vraiment relever le défi et vraiment faire de cette série une série qui puisse concurrencer vraiment de grosses productions sénégalaises, nigériennes sur le continent, quoi. Bravo. En tout cas, on voit l'engouement que suscite la bande-annonce de cette série événement. Mais avant tout, tout de même, tu es réalisateur de clips vidéo. On a Bien vu que sûr. tu as réalisé les derniers clips de Roselyne Layo. Quel est le dernier clip justement de Roselyne Layo sur lequel tu as travaillé? Je crois Marois Ferryman. Non, Fariman. non, non. J'ai pas travaillé sur Maroc Ferryman. Toi, tu as travaillé sur quoi? Je travaille sur Joli Garçon. Ok. Son dernier sur lequel que j'ai travaillé, c'était le titre Joli Garçon. Et ensuite, j'ai travaillé presque sur tout son premier album, en Parfait. fait. Mais justement, pourquoi est-ce que Voilà. tu n'as pas travaillé sur le clip de Marois Farima? C'était dû à quoi? Bah, je pourrais pas vous dire. Non, je sais pas. En fait, je sais pas. Je pense que c'est une question de timing, en fait, tout simplement. Parce que son producteur, enfin, son manager et son producteur, chez eux, m'avaient demandé si j'étais opérationnel pour le faire. Malheureusement, je devais être en Côte d'Ivoire, mais les dates étaient trop justes. Et il y avait trop de buzz, trop d'engouement autour de ce titre-là. Donc, il fallait que lui, rapidement, il puisse tourner et qu'il puisse envoyer. Donc, c'est ce qui a fait qu'il a pu travailler avec un autre réalisateur. Parfait. D'ailleurs, big up au clip parce que c'était un beau clip. J'ai beaucoup aimé la couleur. Parfait. Outre le clip les clips de Roselyne Layo, on sait que tu avais travaillé sur un clip événement, celui de Rémi Adam, avec en guest star carrément Emmanuel Keita, le titre Chupompon. Est-ce que ce clip-là a répondu à vos attentes? C'est-à-dire, à nos attentes, c'est-à-dire. C'est-à-dire, au fait, parce que moi j'ai vu le lancement, il était tellement énorme, très beau lancement. C'était, je crois, si j'ai bonne mémoire, en octobre dernier. Oui. En octobre 2022, il y a bientôt un an, grande première dans une salle de cinéma parisienne à proximité des Champs-Élysées. Il y avait
un parterre d'invités, il y avait vraiment tout un lancement qui sortait un peu de l'ordinaire. Mais après tout cet appel, toi, en tant que réalisateur, est-ce que quelque part, ce clip, il a répondu à vos attentes en termes de trafic, en termes de retour, en termes d'audience, en termes de qualité technique? En tout cas, si on veut mettre si on veut mettre dans un tout, tous ces paramètres, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Oui, bien sûr. Bien sûr, je peux vous dire que ça a répondu énormément à nos attentes et par rapport à l'artiste lui-même, par rapport à moi en tant que réalisateur, par rapport à plein de choses. Il faut savoir que c'est la première fois, moi, en tant que jeune réalisateur, que dans ma carrière, des gens payent de l'argent pour aller voir un clip vidéo de 3 minutes au cinéma. Pour moi, c'est du jamais vu et ça n'a jamais été fait. Vous voyez, je pense, vous étiez à Paris, non? Oui, Quand la salle était remplie. Vous avez vu l'émotion, comment les gens criaient, comment les gens étaient heureux. Franchement, là, pour ça, on s'est dit vraiment qu'on a fait, on a pu toucher quelque chose. Maintenant, en termes techniques et en termes de tournage, ouais, tout s'est vraiment très, très bien passé. C'était très, très dur. Et moi, j'ai découvert vraiment une Emmanuel Keita, actrice, mais top du top, quoi. Le haut niveau. En fait, quand tu es réalisateur, il y a des personnages, une fois que tu mets la caméra sur eux, ils ont un charisme qui fait que tu n'as pas besoin de leur dire beaucoup de choses, en fait. Eux-mêmes, ils arrivent à te proposer de l'attitude et de l'action devant la caméra. Et Emmanuel Keita, franchement, l'a filmé, c'est impressionnant et vraiment, elle arrive à gérer, elle se met dans le personnage, elle joue très, très bien. En fait, c'est le travail de tout le monde qui a donné un si beau résultat, hein, je pense. Mais moi, je suis grave satisfait parce que c'est passé au cinéma sur les Champs-Élysées et c'est passé aussi au Majestic en Côte d'Ivoire. Et c'était un clip événement. Tu as dit tout à l'heure, justement, c'était la première fois en tant que réalisateur de voir des personnes, on va dire, payer de l'argent pour aller voir un clip. Selon toi, c'était tant la qualité du clip ou c'était l'effet Emmanuel Keita, selon toi? Je pense que c'était un tout. Je pense c'était le teasing, en fait. Voilà, il y avait un gros marketing concernant l'image de Emmanuel Keita et Rémi Adam qui ont été mis à travers ce clip-là, qui était aussi attendu énormément. Donc, je pense que c'est tout. C'est l'influence de Rémi et l'influence aussi d'Emmanuel Keita qui a fait ça, hein. Je pense que nous trois, ensemble, on a fait du très, très, très bon boulot. On s'est beaucoup pris la tête concernant le scénario. On s'est rencontrés plusieurs fois, on n'était pas d'accord sur des trucs. Emmanuel Keita n'était pas d'accord sur ça, Rémi n'était pas d'accord sur ça. Et j'ai essayé de prendre un peu du bon des deux côtés. Et puis j'ai essayé de mixer pour donner ce clip-là. Tout simplement, là, tourné en Belgique d'ailleurs. Quand tu dis vous n'étiez pas d'accord sur certaines scènes, vous n'étiez pas d'accord sur quel genre de scène, par exemple, sur quelles idées? En fait, par exemple, Rémi Adam, lui, voulait partir beaucoup plus sur un clip, beaucoup plus lover, beaucoup plus ouais, lover. Sauf que Emmanuel Keita, par exemple, elle voulait partir beaucoup plus sur un clip très avec de l'acting, très action, voilà, très dynamique, on va dire. Donc, en fait, c'était un peu ça le conflit. Au début, Rémi n'était pas d'accord à partir sur ça. Et l'autre, voilà, fallait décider en fait. Et moi, j'ai coupé la tranche en deux. J'ai dit, bah écoutez, on va faire de l'action et du love en même temps dans le clip. Voilà, donc c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup d'amour dans le clip et aussi de l'action après, comment ils se font arrêter, etc. Donc, j'ai pris une référence qui était Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre deux gangsters qui sont super recherchés, qui ont été super recherchés aux États-Unis. Et il y a beaucoup de films qui existent sur ça. Donc, je me suis dit, ah, sympa, sympa l'histoire. Donc, je vais essayer de créer l'histoire de Bonnie and Clyde. C'est un couple super amoureux, mais super dangereux en même temps. Voilà. Parfait. En tout cas, ta culture cinématographique qui a aidé et tu as sorti un scénario énorme qui a été apprécié de beaucoup de personnes. Bien Et sûr. là, on voit que tu mets ton ingéniosité sur cette série événement qui est Enfant béni. D'où est-ce que l'idée te vient? L'idée naît comment de faire un film, une série événement sur Didier Arafat? Bon, Enfant béni, bon, pour revenir vraiment à la jeunesse, c'est qu'en 2019, moi avec Arafat, on préparait un documentaire. Ça veut dire que je l'ai filmé pendant 3-4 mois pendant sa tournée Renaissance à Paris. Donc lui et moi, je le filmais énormément tous les jours sur toute sa tournée. Donc on dormait ensemble, il y avait Ali Le Code, Ivan Trésor, ses danseurs, Wi-Fi, tout et tout. Et moi, j'avais ma petite caméra, donc on se filmait. On se filmait, j'avais du contenu en fait. Et en fait, ça devait se terminer par une interview de lui, une interview un peu confidence.
où il devait parler, dire des choses, etc. Donc, c'était un peu ça le projet que lui et moi, on préparait ensemble. Et il est pas malheureusement, il est parti en Côte d'Ivoire et moi, j'étais en France. Et moi, je devais venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire l'interview. C'était ce qui était prévu. Et malheureusement, il est décédé. Et malheureusement, il est décédé. Et ça fait qu'on on n'a pas pu aller au bout du projet. Donc, du coup, moi, j'ai gardé le projet. J'avais proposé à l'époque à Universal de récupérer le projet pour pouvoir continuer à faire un documentaire. Du coup, ils ne l'ont pas fait. Je pense aussi qu'il y avait trop, c'était un peu trop tôt, il y avait de l'émotion, il y avait encore des trucs encore qu'on avait au cœur. Donc, c'était très compliqué à cette époque-là. Ensuite, 6 mois se sont écoulés. Moi, en 2020, par exemple, en mars 2020, pendant le confinement, j'avais rien à faire en fait. Donc j'étais en train de supprimer des fichiers, des disques durs que j'avais. Et je suis tombé sur le dossier, par exemple. Je suis tombé sur le dossier et j'ai vu que j'avais des images rares d'Arafat. Et il y avait même des chaînes télé France 24 qui m'avaient appelé, qui m'avaient demandé de remettre ces images pour faire des trucs. Mais je me suis toujours dit, ils ont voulu même acheter ces images-là avec moi. Et je me suis dit non, je ne peux pas les vendre parce que c'est comme si je me faisais un peu d'argent sur la mort d'Arafat. Donc j'ai gardé ces images-là pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui possède ces images-là. Et j'avais demandé à sa femme, Carmen, est-ce qu'elle veut ces images-là, par exemple? Après, elle m'a dit, bah, elle ne sait pas comment en faire, elle n'est pas qualifiée. Donc, vu que c'est moi, je suis réalisateur, de faire ce que je veux. Donc, je voulais les supprimer, du coup, je les ai mis de côté. Et j'ai commencé à écrire le reportage. Donc, je me suis dit que je vais commencer à faire le montage. Et par la suite, je me suis arrêté, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire peut-être un documentaire. Et j'ai commencé à écrire un documentaire. Je vais vous montrer un truc. Ok. Je vais vous montrer, en fait, vous voyez ça? J'appelle Ouais. ça en fond béni la Bible. Quand vous voulez écrire une série, en fait, il y a des notes qu'on prend. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des notes. J'ai commencé à faire des notes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la série. C'était en 2020. Vous voyez, regardez, j'ai mis par exemple 15 août 2020. À chaque fois que j'écrivais, Tout à fait. à chaque fois que je travaillais la série, par exemple, ça c'était le premier pitch, c'était le 26 août 2020. Donc j'ai commencé à travailler comme ça, l'écriture, vu que j'ai une formation de scénariste, j'ai commencé aussi à travailler les scénarios et j'ai commencé à appeler les amis d'enfance d'Arafat. Et moi, je me suis dit, ce que moi je vais faire, c'est que je vais prendre l'angle d'Arafat qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire sa vie avant le succès. Donc j'ai voulu vraiment montrer ce qu'il a vécu avant qu'il soit Arafat en fait. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à appeler Ivan Trésor et Ali le coach. Je leur ai dit, les gars, moi j'ai une idée, j'ai envie de faire un film sur Arafat. Ils m'ont dit, écoute Alain, vas-y fais-le. En plus, c'était la bonne personne à le faire. J'ai appelé, ils m'ont donné des numéros de personnes avec qui Arafat a grandi. Donc j'ai commencé à faire des interviews au téléphone, sans forcément leur dire que je ne peux pas une série. Donc c'est comme ça que j'appelais tout le monde et je prenais des notes, des anecdotes. Et donc j'ai commencé à travailler et j'ai écrit un premier scénario. J'ai écrit un premier scénario et j'avais une grosse période à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes sur Arafat, concernant la famille, tout et tout. Donc je me disais que je ne pouvais pas venir avec une série qui allait parler de Arafat. Tu vois, c'était un peu les petits palabres de famille concernant les droits, des trucs. Donc j'ai mis le projet de côté. Et j'avais même un doute. Je me suis dit, est-ce que je vais le refaire? Donc j'ai mis le projet de côté et je passe à autre chose. Et j'étais avec des amis, j'en parlais avec des amis et puis mes amis m'encourageaient. Mes amis m'encourageaient, il faut que tu le fasses, il faut que tu ailles jusqu'au bout, etc. Donc je reprenais le projet, je continuais à travailler le projet, après je le remettais de côté. Voilà. Et il faut savoir que quand j'écrivais le projet, je n'écrivais pas spécialement en pensant à un acteur. En pensant à Maël, par exemple, je ne pensais même pas à lui. J'écrivais vraiment le projet. Et par la suite, Selon ton inspiration. Tu y allais selon ton inspiration. voilà, en fait, j'y allais selon mon inspiration, sans forcément parler de l'acteur. En fait, quand tu es scénariste, tu écris et après tu définis l'acteur. Donc, j'ai commencé à travailler le scénario en 2020. Quand j'ai fini d'écrire le scénario, j'ai laissé 6 mois passer et en 2021, j'étais en Côte d'Ivoire en vacances et j'ai rencontré Maël et sa maman à l'hôtel. C'était au Pullman. On s'est rencontrés comme ça. Et quand j'ai vu Maël, il y a eu un déclic. Quand j'ai vu Maël pour la première fois, j'ai eu un déclic. J'ai dit, oh, il ressemble. Parce que je savais qu'il ressemblait à son père, parce que je voyais des photos, des vidéos.
Mais quand je l'ai vu pour la première fois, c'était impressionnant. C'était impressionnant et on s'est vu. Il y La avait ressemblance à l'époque. était tellement frappante Ouais, que cela en fait, a créé quelque chose en toi. en fait, faut savoir que le projet, je l'avais écrit, mais j'avais mis de côté. Et c'est Ok, le fait que j'ai vu c'est ça. Maël, ça a réveillé quelque chose en moi par rapport au projet. Vous comprenez? En tout Donc cas, c'est frère, comme ça que beaucoup de circonstances comme ça. Ce n'était pas prévu que vous rencontriez au plus monde, ce exactement. jour-là. OK? C'était pas prévu qu'on se rencontre lui et moi. Et quand on s'est rencontrés, il y a eu un déclic dans ma tête. Je dis mais non, il se passe quelque chose. Donc ils étaient assis avec le directeur général de l'époque de Universal Music Africa qui s'appelait Monsieur Moussa. Et je suis allé les saluer et Monsieur Moussa m'a présenté à la maman de Maël et à Maël en disant que c'est Alain Lebélé, c'est lui qui a fait le clip de Moto Moto de ton papa, etc. Et puis Maël m'a dit, moi je vais apprendre à faire du montage vidéo. On était en 2021, hein. Ouais. Il me dit qu'il veut apprendre à faire du montage vidéo, comme c'est le fils de Taichi. Je lui ai dit, bah écoute, viens. Quand on rentre à Paris, tu viens à la maison et puis je te donnerai des cours de montage avec grand plaisir. Il m'a dit, pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai pris sa maman de côté et j'ai commencé à parler avec sa maman. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un projet concernant Didier, j'ai un projet de série que j'ai Papi envie de Power faire. de London. Papi Power en train de te suivre là. C'est l'un Ah, des merci. premiers à avoir fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ah non, c'était juste une parenthèse. Ok, j'arrive Il pas reste à en tout voir. cas une figure tutélaire des réseaux sociaux via les Ouais, chaînes de Papi films en Power. Côte C'est un d'Ivoire. bon gars, c'est un bon Papi gars. Power, j'ai vu qu'il est sur le direct. Voilà, continue s'il te plaît. Ouais. Alors, donc je disais que c'est comme ça que j'en parlais avec sa maman, Aïcha. Je disais, écoute, je travaille sur un projet de série. Ça fait un an que j'ai écrit, en 2020, 21 pour préciser, ça fait un an que j'écris la série. Et je sais un peu comment ce que je veux, comment ça va se passer. Donc, je lui ai montré le scénario de l'épisode. Et elle a lu le scénario. Elle m'a dit, c'est pas mal, que ça a l'air intéressant, ça a l'air sérieux. Et puis en plus, toi, tu es une personne sérieuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, en fait, là, pour l'instant, moi, j'avais mis le projet de côté. Mais je n'avais pas pensé à un acteur. Si tu veux, j'aimerais faire des tests et des auditions à Maël. Est-ce que tu penses que ça peut lui parler? Est-ce que tu penses que c'est trop tôt? Ce genre de truc, tu vois. Donc, elle m'a dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que Maël, c'est un grand garçon, il faut que tu lui parles. Donc, je dis, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais attendre d'être prêt et je vais lui parler. Et sa maman lui avait dit, ah, elle lui a dit, genre, peut-être que tu vas jouer dans un film, sans forcément Ta rentrer dans les maman, c'est détails. Aïcha Balo, hein, Oui, pour rappel. bien sûr. Mhm. Elle lui a dit, peut-être que tu vas jouer dans un film, sans forcément rentrer dans les détails. Et on est revenu sur Paris, on s'est rencontrés une fois, je l'ai revu, je lui avais demandé, est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans un film? Il m'a dit oui. Bon, après, comme c'est encore un jeune homme, lui, il voyait beaucoup les trucs Marvel, Black Panther, ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Et donc, euh, je lui ai dem- je voulais commencer des tests avec lui parce que j'avais aussi d'autres jeunes acteurs que j'avais aussi de côté. Mhm. Donc, j'ai appelé un jour, j'ai appelé sa maman, je lui ai dit, écoute, comme il est mineur, je ne peux pas passer par lui directement, il faut que tu demandes d'abord l'autorisation pour pouvoir parler avec lui. Et elle m'a dit, va parle avec lui, vois avec lui s'il est opérationnel, si ça l'intéresse, faites-le, tu vois. Donc, j'ai appelé Maël, je me rappelle, je l'ai appelé un après-midi, je lui ai dit, ça va, il me dit, oui, ça va, tonton Alain, j'espère que tu vas bien, on dit quoi. J'ai dit, Maël, écoute, j'ai envie de faire un film. Il dit, oui, maman m'a dit que je joue dans un film. Je lui ai dit, c'est pas n'importe quel film. Il dit, ah bon? Et c'est là maintenant, je lui fais comprendre que euh, je veux que tu joues dans le film d'une série que je prépare sur la vie de ton papa, en fait. D'accord? Je prépare une série sur la vie de ton papa avant le succès et j'aimerais que tu puisses faire des auditions avec moi, tu puisses faire des tests. Et il faut savoir que quand je l'ai eu au téléphone, il y a eu un silence d'une minute. Pendant une minute, je Ça, c'est disais en quelle allô. année? Lorsque tu l'as au téléphone. On était en 2021. 2000, ouais, on était en 2000, on était en 2021. Ok. On était revenu sur Paris, il était venu chez moi. Mhm. Et c'est comme ça que je lui ai dit. Non, il était pas chez moi en ce moment-là, mais on était à Paris, il était chez lui. Moi, je l'ai appelé. Ça, c'est Et au quand téléphone, je ouais. lui ai dit que je veux faire une série sur la vie de ton papa, mais je veux que tu viennes faire des tests et des auditions pour me montrer que tu es apte. Donc, en gros, il y a eu une minute de silence parce qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Tu vois, il ne s'y attendait vraiment pas. Et je pense que c'était aussi une réflexion pour lui à cet instant-là, en fait. Et il m'a dit, bah, écoute, tonton Alain, je suis chaud, je vais faire les tests, les auditions, donc il n'y a pas de problème.
Donc, il m'a dit, est-ce que je peux avoir le scénario? Je lui ai dit, je ne peux pas t'envoyer le scénario d'abord, mais ce qu'on va essayer de se faire, c'est que viens qu'on se rencontre, qu'on en discute. Ok. Donc, j'ai discuté avec lui, j'ai essayé de voir un peu son état d'esprit, si il était apte et que c'est quelque chose qui l'intéressait. Il m'a dit, oui, bien sûr que ça m'intéresse. Donc, je lui ai envoyé le scénario pour lecture, il a lu. Et je crois, un mois ou 2 mois après, il m'a appelé pour me montrer qu'il voulait faire le projet. Que le projet, en fait, le tenait à cœur. Tu vois. Et il a commencé à s'impliquer dans le projet. Quand je dis s'impliquer, c'est qu'il m'appelait, il m'aidait, par exemple, à travailler des séquences. Il me disait, par exemple, Tonton Alain, ici, par exemple, à cette scène-là, viens, on change comme ça, viens, on met ça plutôt comme ça, parce que mon père, il était Wow. comme ça. Oui, et ouais, Mais quand par exemple, il y a des il séquences où... s'implique, justement, quand il s'implique, c'est parce que son père, il a eu des témoignages de son père par rapport au personnage de son papa en tant que tel, où il s'implique de manière instinctive en se disant, bon, on peut rendre ça comme ci ou comme ça. Non, en fait, je pense qu'il s'implique parce que c'est un projet qui part de son papa et qu'il a envie de raconter l'histoire de son papa, en fait. Ben, Des justement, c'est ce façons... que je dis. Est-ce que, vu que lui n'a pas vu son père avant le succès, parce qu'on sait Oui, bien que sûr, bien sûr. il devait être très gamin, Bien sûr. quelque Non, mais part, est-ce après que lorsqu'il grandit, son papa lui parle de sa vie avant le succès? Et c'est qui l'emmène, lui, à t'orienter, à te faire part de ce qu'il sait de cette histoire ou c'est de manière non, instinctive? c'est plus instinctif par rapport aux scènes. Ça veut dire qu'il il apporte une valeur ajoutée sur des séquences. Par exemple, il me disait que, Tonton Alain, ça c'est un exemple qui me disait, qui me fait trop rire. Il me disait, bon, par exemple, cette scène-là, mieux vaut qu'on la pousse un peu plus parce que, par exemple, je sais que mon père, c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes. Donc, essaie de voir comment travailler cette séquence-là pour vraiment bien montrer ça comme ça. Tu vois, en fait, moi, j'écris de façon linéaire et lui, de façon réaliste avec ce qu'il sait de son père, il vient apporter une valeur ajoutée en me disant que, bon, viens, on fait ça comme ça parce Mais que je est-ce connais que papa, il était comme ça. Dick Arafat, avant qu'il ne devienne une célébrité en tant que tel, est-ce qu'il aimait vraiment les femmes? Ouais, je pense. Hein. Ah, En tout cas, ah, ah. toutes les Ah, si femmes que son j'ai fils vues le aussi. dit, on peut peut-être sur l'air dit de son fils. Mais je pense qu'à Oui, 14, à 18, 19 ans, 20 ans, je ne sais pas s'il aimait autant les femmes que lorsqu'il a ouais, eu le non, oui, succès un peu tout plus le monde tard. aimait les femmes, tout le monde. Je pense que étant jeune, tout le monde aimait les femmes. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, OK? Arafat aimait les femmes. Donc, j'ai commencé lui et moi, on a commencé à travailler sur des séquences comme ça. Donc, je lui ai envoyé le scénario pour qu'il puisse faire des corrections sur des trucs qu'il trouvait peut-être qu'on devait rajouter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai commencé des répétitions avec lui. J'ai commencé. Donc finalement, tu n'as plus fait de casting au fait. Finalement, j'ai pu faire de casting. Pourquoi? Parce que le projet devenait aussi le projet de Maël. Tout à fait. Ça Donc vous étiez deux, on va dire, en griffe à coécrit le scénario. Non, c'est moi j'ai écrit. Non, Lui, il a... je dis en griffe parce que bon, vu qu'il amène quelques petites idées, ça et là, Bien tu te sûr, rends bien sûr. compte que le garçon, il s'imprègne, il s'implique dans le Bien, projet. Donc au bien final, tu sûr, décides de faire de lui l'acteur principal, bien sûr, sans casting. bien sûr. Bien sûr, en fait, c'est juste il m'a appelé, il m'a dit sincèrement que le projet le tenait à cœur, que ça dépassait, pour lui, c'était pas seulement que du cinéma. Donc, c'était aussi une manière à lui de rendre hommage à son père. Donc, et il voyait aussi que le projet était sérieux, qu'il y a un potentiel aussi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai stoppé les autres éditions et puis j'ai dit, bon, on va essayer de travailler. Je sais que ce n'est pas un acteur de base, même s'il est passionné. Néanmoins, il peut essayer de travailler. Donc, on a commencé à travailler l'interprétation. L'interprétation, c'était la voix, la posture et le charisme. Voilà. Donc, fallait essayer d'interpréter ça. C'était très, très compliqué parce qu'il faut savoir que Maël est différent complètement de Arafat. Tout Ça à veut fait. dire que... Justement, si tu permets, parce que ce commentaire-là, il revient beaucoup plus souvent. D'autant plus que j'ai fait une capture, quelqu'un dit le film d'Arafat avec Maël, c'était quoi le but? Autant prendre un jeune Ivoirien avec l'accent ivoirien Noussi, sinon Choko de Maël, c'est trop et ça dénature le rôle d'Arafat, car on sait tous qu'il était un vrai Noussi. Qu'est-ce que toi, en tant que réalisateur, en tant que producteur de ce projet-là, Ok. qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu En réponds? fait, je vais répondre à cette question. J'ai déjà répondu à des commentaires. Mais en fait, il faut savoir que Maël, certes, en fait, Maël, il parle droit. Il articule. Il ne choque pas. C'est deux choses différentes. Il parle normal. Il n'est pas nous aussi. Ok, je comprends. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le but pour moi, c'était, c'est moi en fait, c'est ma responsabilité d'avoir choisi pour l'épisode 1, je préfère préciser,
de faire qu'il parle droit. En fait, je voulais montrer l'aspect d'un jeune débrouillard très calme, très réservé, mais qui va évoluer au fil du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, en fait, par exemple, l'épisode 2 de la série qui s'appelle Frustration. À partir de cet épisode-là, on va découvrir vraiment comment Arafat s'est recroquevillé sur lui-même. Il a commencé à être nerveux, il a commencé à être noussi, en fait. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que vous voyez, c'est grave fait exprès. C'est une volonté de montrer que il est très réservé, très timide au début, mais les croche-pattes du showbiz, les trahisons qu'il va subir vont faire qu'il va devenir vraiment ce qu'on sait de lui. Voilà. En fait, c'est une direction artistique choisie, tu vois. Comme ça, on voit que le personnage évolue au fil du temps. Parfait. Il y a tellement à dire sur cette série événement, on va aller étape par étape pour ne pas que je perde le fil de mes idées. Lorsque tu finis d'échanger avec Mel, tu vois que le garçon s'implique dans ce projet, tu te dis waouh, j'ai trouvé mon acteur. Et là maintenant commence le tournage. Les tournages se passent où? Ça commence où? Et comment est-ce que tu arrives à avoir d'autres acteurs pour pouvoir mettre en image ton projet véritablement? En fait, j'avais un challenge. Je voulais faire la série sur Arafat sans forcément que la Côte d'Ivoire sache que je fais une série sur Arafat. En fait, j'ai ma petite influence, je suis beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, donc j'ai voulu faire quelque chose dans la discrétion. Je ne voulais pas que quelqu'un sache que je fais une série sur Arafat. Et c'était ça le plus difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un casting. Je suis arrivé à Abidjan en septembre de l'année dernière, en 2022. Ok. J'ai mis un casting en disant que je cherche des acteurs pour faire un pilote de ma série, sans forcément dire que c'était une série sur Arafat. Il y a des personnes qui connaissent un peu mon travail, qui ont dit, franchement, si tu te lances dans le cinéma, on te suit. Donc, les acteurs sont venus passer un casting sans savoir que c'était une série sur DJ Arafat. Vous comprenez? Ils étaient peut-être 20 personnes. Et j'avais précisé que moi, personnellement, j'aime me challenger. Donc, ça veut dire que je cherchais des acteurs pas connus, mais des gens qui avaient envie et des gens qui avaient du talent, en fait. Donc, j'ai fait casting de 20 personnes et j'ai retenu, je crois, 15 personnes ou 10 personnes. Et si j'ai appelé les 10 personnes et je les ai mis dans un groupe WhatsApp et je leur ai expliqué que moi, je vais faire une série sur Arafat. Je ne voulais pas vous dire pour garder le côté confidentialité. Et celui qui veut me suivre, me suit. Et ils ont tous découvert après que je parlais d'une série sur Arafat. Et je les ai envoyé le scénario, ils étaient super contents. Ils étaient grave fiers de participer à ce projet-là. Et puis, voilà, là, on est en septembre 2022. Et puis, je suis venu tourner la série, le premier épisode en décembre 2022. Parfait. Donc, le tournage commence en décembre 2022 avec Maël qui te rejoint aussi en Côte d'Ivoire, c'est ça? Exactement. Donc, J'ai même pris l'avion avec Maël. c'est-à-dire tous les tournages se sont passés en Côte d'Ivoire. Exactement. En Côte d'Ivoire, où précisément? À Yopougon, à Cocody, dans quel cadre? On a tourné à Cocody et on a tourné aussi à Yopougon, dans les deux villes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tourné, toutes les scènes de Yopougon sont tournées au terminus 40, CDC, pour ceux qui connaissent. Là où il a et c'est là que Arafat a grandi. Enfin, Vous voyez, moi j'ai grandi aussi au terminus 40. ah, ok, parfait. Voilà. J'ai grandi au terminus 40, pour ceux qui connaissent. Et on a tourné là-bas, en fait. On a tourné dans mon quartier et dans le secteur aussi d'Arafat. En fait, c'était aussi avoir le côté aussi authentique du truc. Donc, on a tourné une partie à Cocody et une partie Justement, vu que vous avez tourné au terminus 40, est-ce que la maison où sa grand-mère dans Dilou, où elle vivait, là où il était avec elle, est-ce que vous avez pu voir cette maison? Est-ce que vous avez fait quelques scènes dans cette maison, par exemple? Non, malheureusement, c'était très compliqué parce que, vous savez, ça remonte à 2002, en 2001. Vous comprenez, il y a des nouveaux propriétaires, c'est pas évident et tout le monde n'est pas spécialement pour. Donc, c'est aussi l'intimité des personnes. Mais on a trouvé des décors qui sont quasi similaires. Voilà. Ah ouais, carrément. Vous avez fait des décors. En fait, on a aménagé des maisons pour rendre. En fait, il faut savoir que la série se passe en 2002, donc tout est vintage. Comment les acteurs sont habillés, ils sont habillés à l'ancienne, Ouais, un peu les coupé, téléphones portables décalé, sont à l'ancienne. faro, jean Voilà, on pelpa, retrouve les dessiné un peu. cabines Ouais. d'avant, exactement. En fait, c'est vraiment ça aussi le challenge. Tous Et je dis merci aussi à mon les équipe. marqueurs générationnels, on va dire,
tout ce qui rappelle un peu le coupé-décalé avec beaucoup de chaînes au cou. Voilà. Exactement. Et franchement, c'était ça vraiment le challenge le plus difficile. Donc, je remercie vraiment, j'ai remercié mes stylistes et mes directeurs artistiques qui ont travaillé sur ça. C'était ça le plus difficile. Donc, on a pris des appartements qu'on a complètement, on va dire, comment on dit, refait. Dans le sens où, par exemple, on a enlevé l'écran plasma, on a rajouté des grosses télés de l'époque. On enlevait, par exemple, les postes radio modernes, on rajoutait des trucs. Par exemple, il y a plein de choses, il y a plein de petits détails qu'on changeait juste pour vraiment qu'on soit vraiment dans Vous l'ambiance. faites un retour dans le temps, en fait. Vous faites Merci. un voyage 20 ans en arrière, carrément. Vous tournez Exactement. en 2022, alors que la scène se passe en 2002. Donc, il faut recréer les espaces de Ouais, 2002 c'est par rapport à ce ça. film. C'est ça. Et Ah, c'est ça. bravo déjà, bravo. Je pense que c'est ça le plus difficile, vraiment. Si par exemple on était dans la saison 3 de façon moderne, ça aurait été beaucoup plus facile. Et je pense que le plus difficile, c'était ça. Et la deuxième chose aussi, c'est le côté extérieur. Il faut savoir qu'on a tourné la série sans qu'une photo ne fuite. Il faut savoir qu'il y avait énormément de monde qui venait regarder le tournage, en fait. Et moi, j'ai été grave sympathique. Je disais aux personnes que, écoutez, les gars, c'est mon projet. Je ne veux pas que ça soit dévoilé sur la toile. Donc, ne faites pas de photos, ne faites pas de vidéos. Venez, on kiffe ensemble, on tourne bien, ramenez tous vos amis et on fait le truc bien. Donc, les gens ont compris. Ils ont compris l'importance du projet et il n'y a eu aucune vidéo, aucune fuite, en fait. Parce que Maël, il faut Bravo. savoir que dès qu'il sort dans la rue, il est super connu, hein, on le reconnaît facilement. Donc, tu marches 2 minutes avec lui, Maël, 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 Maël. Donc, Et c'était le ça le tournage dure challenge. combien de temps pour ce premier épisode? Le premier épisode, le tournage a duré 4 jours. Mais 4 jours non-stop. Hein. Ça veut dire qu'on faisait rendez-vous 8 heures du matin, on finissait à 5 heures du matin. Waouh! Ouais. 8 heures du matin, on finissait à 5 heures du matin sur 4 jours non-stop. C'était Mais là, il y a un très élément qui me vient difficile. en tête, justement. Vu que c'était les débuts de DJ Arafat avant qu'il ne devienne la célébrité, on sait qu'il a commencé en tant que DJ jockey à 14 ans, 15 ans au Maquis de Shanghai. Est-ce que vous reconstituez le Maquis de Shanghai dans ce biopic-là? Oui, 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 ça va arriver tout ça. Ça va arriver, tout est déjà planifié, tout est Ça, déjà. c'est pas dans En le fait, premier épisode. avant le Shanghai, il faut savoir que DJ Arafat travaillait au procureur. Pardon, au C'est compresseur, excuse-moi. ça. Voilà. Le Shanghai, c'est après. Voilà. Oui, c'est ce que. Enfin, moi, Donc, je suis allé un peu. donc J'ai pu avancer dans en le fait, faut temps. pas trop Mais est-ce que spoiler. vous avez pu reconstituer justement le compresseur qui était en face du complexe de Yopougon, là où il y a maintenant une station d'essence? Est-ce que vous avez pu reconstituer tout ça dans le biopic? Non, malheureusement, non, parce que je crois que ça n'existe plus. Tu vois, et moi, j'étais trop jeune pour me rappeler, pour pouvoir me rappeler de ce truc-là. Mais on a tourné dans un maquis vintage aussi de l'époque qui est vers le palais, ci palais. Un maquis vraiment qui a gardé encore les décors de l'époque, qui nous a vraiment, j'ai dit merci vraiment au propriétaire du maquis qui nous a permis de pouvoir tourner la scène du compresseur là-bas. Donc, on a essayé, comme pareil aussi, on a essayé de refaire aussi le côté un peu À vintage. propos du compresseur, est-ce que vous avez pu voir un monsieur comme Chico Lacoste? Parce qu'il était manager au compresseur. Bien Au sûr, moment où mais ça en fait, appartenait à Abdul Kanté. exactement. Si, si. En fait, chez Colacos, j'ai discuté aussi avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Hein. Si on doit en citer, Bombastic travaille au compresseur, DJ Ramsey travaille au compresseur. C'est des personnes qui m'ont aidé à écrire la série. Les débuts d'Arafat, en fait. C'est des gens vraiment avec qui Arafat a commencé, tu vois. Ils m'ont beaucoup aidé aussi parce que j'ai mis aussi l'accent sur un personnage qui était super important. C'est DJ Jonathan. Tout à fait. En fait, dans la série, il y a un épisode qui est dédié spécialement à DJ Jonathan. En fait, je voulais montrer, en fait, à travers cette série, l'importance et l'influence qu'il avait sur Arafat. Donc, en fait, comme je ne savais vraiment pas assez de choses sur ce personnage emblématique, j'ai fait pas mal de recherches. Donc, il y aura vraiment un épisode spécial DJ Jonathan. On va suivre vraiment son parcours, sa vie, savoir ce qu'il était, qui il était, etc. jusqu'à son décès aussi. Donc, voilà. Donc, ça retrace, certes, ça parle du coupé-décalé, ça parle d'Arafat, mais ça parle vraiment aussi des pionniers en fait, du coupé-décalé. Donc, on va retrouver DJ Jonathan, on va retrouver Doug Saga, on va retrouver tout ce que vous savez en fait. Mollard et autres. Bref, justement,
lorsque j'ai vu au niveau des acteurs, lorsque j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu un garçon qui avait fait des tresses. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, mais je sais que ce garçon, apparemment, il était à la rue Princesse. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas par contre, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Parmi... un acteur comme, c'est un acteur comme les autres, mais je ne sais pas s'il était à la rue Princesse à l'époque. Par contre, non, je ne Ouais, sais pas. parce que j'ai cru le reconnaître un peu, parce que je sais qu'il y avait des garçons qui, enfin, qui installaient les gens dans les maquis, qui n'étaient pas là forcément. Voilà. Je crois qu'il devait faire partie du personnel de personnes qui, des maquis en son temps, cette époque-là de 2002-2003. J'ai cru l'apercevoir. J'ai Ah, cru je sais pas. l'apercevoir. Faudrait que je lui demande, mais je ne sais pas. À ce titre, justement, est-ce que la plupart des acteurs, ce sont des personnes qui étaient des contemporains, ce sont des témoins de l'histoire de Didier Arafat, ou ce sont des personnes qui sont carrément, on va dire, qui ne connaissent pas l'histoire d'Arafat, mais qui sont venus jouer dans le film qui retrace son parcours? Bah, en fait, c'était comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est des comédiens que j'ai Ce pris qui ne sont des savaient même pas. comédiens professionnels ou ce sont des... C'est ce que je veux Ah dire. oui, Est-ce non. que ce sont des En comédiens fait, professionnels ou ce sont des parmi les, personnes qui connaissent l'histoire d'Arafat ou ce sont des personnes qui sont carrément étrangères à l'histoire de Didier en Arafat? fait, non, c'est complètement des personnes étrangères à Didier Arafat de près ou de loin, en fait. Personne vraiment. Et comme je le dis, il y aura aucune personne du vivant qui va jouer dans la série. Tous les rôles seront interprétés, en fait. Tous les rôles. Même au rôle de Tina, tout sera interprété par des comédiens. Donc, il n'y a personne qui joue du vivant qui va jouer dans la série. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et moi, par exemple, comme je le dis, j'ai envie de travailler avec des personnes pas connues, tu vois. Je vais faire révéler aussi des talents. Et il y a beaucoup de grosses surprises dans cette série-là en termes d'acteurs, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait des films et qui sont super forts. Franchement, il y a énormément de talents. Je ne maîtrise pas spécialement le cinéma ivoirien, vu que je ne suis pas sur place. Mais j'ai pu discuter avec des acteurs et ils m'ont dit que c'est très, très compliqué d'avoir des rôles, des trucs. Mais je disais, mais les gars, vous êtes super forts. Vous êtes super forts, c'est pas normal. Il y a pas d'ouverture comme ça, c'est très compliqué. Mais donc, franchement, vous aurez vraiment des nouveaux talents concernant cette série, ça c'est sûr. Mais je lance bientôt un nouveau casting concernant la série parce que je repars bientôt en tournage pour la fin de la saison. Donc, j'aurai besoin aussi de nouvelles personnes. Parfait. Mais Talentueuses. on va s'intéresser au premier épisode qui est déjà en boîte. Ouais. Le premier épisode, il dure combien de temps? 40 minutes, 42 minutes pour être précis. Donc, 42 minutes, c'est une série de 4 épisodes. Là, on est sur le premier épisode. 6. De 6 épisodes finalement. Ouais. Donc, Non, c'est une toujours série de 6. 6 épisodes. Donc, le premier épisode qui dure 42 minutes, là, il est déjà bouclé. Tu as déjà diffusé la bande-annonce. La question que tout le monde se pose, la diffusion de ce premier épisode, Ouais. il est pour quand et ce sera sur quel support? Ce sera où? Bon, aujourd'hui, on parle d'accessibilité. Comme je disais, moi, je le faisais pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, comme je disais, les gens au Congo m'appellent. Des gens aux États-Unis me demandent, au Togo, partout dans le monde, qui veulent voir cette série. Donc, en fait, là, je suis en réflexion pour essayer de voir, pour rendre ça accessible. Je ne peux pas beaucoup en parler sur ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de discussions, de plateformes, de streaming, de chaînes télé, il y a plein de choses qui se De toute façon, tu nous avais donné un peu d'informations lorsque tu nous avais accordé une interview il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Tu disais que tu étais en discussion avec Netflix. Où en sont aujourd'hui les discussions avec Netflix? Voilà. Tu nous avais déjà posté, donc on va pas faire de mystère sur la chose de toutes les façons. Peut-être que ça va faire monter les enchères, d'autant plus que la bande-annonce a été très bien suivie et que là, tu as une pré-campagne, de sorte à ce que l'ambiance soit certaine lorsque ça va sortir. Où en sont les discussions avec Netflix? Non, en fait, c'est des discussions. Il y a toujours des discussions avec, pas forcément Netflix, il y a plein d'autres personnes aussi, tu vois. Donc, c'est en cours. Il y a Prime Video aussi? Ouais, on a pas des discussions avec Prime Video, mais c'est un peu compliqué parce qu'eux ne sont pas sur l'Afrique. Mais c'est encore autre chose. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a, c'est le côté plus accessibilité. Mais je vais te faire un sondage. Netflix n'est pas partout. Quoi ça? Netflix, ils ne sont pas partout. Okay. Par exemple, un petit qui a peut-être à Bengourou, par exemple, il ne connaît pas Netflix spécialement, mais il connaît Arafat. Tu vas lui dire un film d'Arafat qui passe sur des chaînes des Blancs, il va dire, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que le film de Daichi, là, c'est les Blancs qui passent ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi le côté
En fait, il y a des études de marché qui sont Ouais, en il y a train de la se cible, faire. forcément par rapport à ta cible. Tu es obligé aujourd'hui de te rapprocher peut-être des chaînes de télévision ivoiriennes, peut-être, certainement, ou de chaînes de télévision panafricaines, peut-être. Panafrique. Non, en vrai, aujourd'hui, je pense panafricaine. Avant, je me disais ivoirienne, mais aujourd'hui, panafricaine. Personnellement, parce que, comme je dis, je reçois des messages, des mails de personnes qui sont au Congo, au Togo, au Sénégal, qui veulent regarder la série. Donc, je me dis non. Là, c'est pas seulement que pour les Ivoiriens, en vrai. Ça devient vraiment aussi pour l'Afrique. Enfin, c'est l'Afrique, donc c'est un peu ça la vision. Mais dans l'idée, on fait l'étude de marché pour pouvoir faire en sorte que toute l'Afrique puisse regarder, en fait, la série. C'est ça Entre l'idée. les échanges et les études de marché, quand tu fais une prévision, tu penses que la diffusion, en tout cas de ce premier épisode-là, devrait intervenir à quelle période, selon toi? Euh, En fait, il y aura, je pense faire une avant-première en France au cinéma. Et ensuite, on fera, pour la Côte d'Ivoire, ça mettra un peu de temps. Je suis désolé les gars, parce que je sais que j'ai beaucoup de messages concernant ça. On fera une avant-première beaucoup plus intéressante. On pourra diffuser 2 épisodes au cinéma, mais ça sera vraiment après la Coupe d'Afrique. Voilà. Ok. Donc, on va dire 2024. Exactement. 2024. Du coup, là, tu as déjà bouclé 2 épisodes, en fait. Le premier épisode est bouclé, le second épisode est bouclé. Non, il y a un seul épisode qui est bouclé. On tourne les 5 autres épisodes entre novembre et décembre. Entre novembre 2023 et décembre 2023. Tu Exactement. as un mois pour tourner 2 épisodes en Côte d'Ivoire Ouais. toujours. Non, 5 épisodes. Les 5 épisodes en un Ouais. mois. Tu as déjà fini Non, l'écriture, tout ça. si tu veux, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Pour être sûr, pour être là, c'est 2 mois, c'est pas un mois. Ok. Et c'est là, on va voir des personnages comme ceux de Tina Glamour, des personnages comme Carmen Sama apparaître dans le film, c'est ça? Non, il n'y aura pas de Carmen Sama dans la saison 1. Parce que la saison 1 se passe en 2002. Ok. Arafat avait Ah, 17 donc ans. toute la saison 1 avec les 7 épisodes, c'est la période, c'est 2002. Exactement. C'est entre, si tu veux, pour être précis, c'est entre 2001 et 2004. Ok. Voilà. On est vraiment dans cette période-là. 2001, 2004, Ouais. pour la première saison avec 7 épisodes, pour récapituler. 6 épisodes, 6. C'est plus 7, c'est 6. Non, c'est 6 épisodes, c'est pas 7. Ah, je vais me fatiguer, je suis fatigué. C'est dur hein, pour faire un film là. Hey! Bon, donc, on va résumer rapidement. Saison 1. Saison 1. Donc, on a 6 épisodes. Ouais. Voilà, la période de l'histoire d'Arafat se situe entre 2001 et 2004. Exactement. 2001 ou 2002? 2002. Non, en fait, si tu veux, il y a un préquel où on revient un peu en 2001. Il y a aussi un préquel où on revient en 1986 pour expliquer un truc en 1986 et on revient. En fait, il y a plein de choses. Pour te Ça faire va être les très élites, intéressant. un peu, enfin, il y a les figures cinématographiques forcément qui interviennent. Exactement, en fait. J'ai vu qu'avant la bande-annonce, j'ai suivi un peu lorsque tu as fait une publication, c'était pour rigoler, pour dire, ah, j'attends que Maman Tina Glamour puisse publier la bande-annonce avant que je sois heureux. Ouais. Mais comment tu as pu avoir son accord, elle? Parce que on sait qu'il y a aussi pas mal de soucis. Je vais parler de la fondation qui est dirigée par Maman Dandilou, sa grand-mère. Est-ce que tu as pu avoir aussi et l'accord de la fondation, et l'accord de Tina Glamour, et l'accord de toutes les parties prenantes, justement, pour ne pas qu'il y ait des soucis plus tard par rapport à la diffusion de ce film-là? Ouais, de toutes les façons, tout le monde est au courant, hein. La fondation, Tina, toute la famille, enfin, toute la famille proche était au courant que je préparais ce projet-là. Maintenant, après, je ne peux pas en parler parce que ça revient du droit à l'administratif. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde est d'accord et tout le monde est content. Tout le monde pousse le projet pour que ça aboutisse, quoi. Voilà. Ok, parfait. En tout cas, si tu as l'accord de tout le monde, c'est déjà bon. On va revenir un peu quand même, tout de même un peu, on va vers la fin au personnage de Maël. Pourquoi n'avoir pas opté aussi pour les sosies de DJ Arafat? Non, je trouve que c'est encore tôt. Je trouve que c'est encore tôt Ah, pour pour la les saison choses. 1, c'est encore tôt. Ouais, c'est encore tôt. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a déjà des coupes de cheveux de Arafat de 2018-2019. Donc, moi, j'ai voulu beaucoup plus un Arafat jeune. Mais vous allez voir qu'il va grandir au fil Oui, forcément, si on se situe dans l'espace par rapport à 2001-2004, c'est clair
C'est clair que Voilà, c'est ça. Comme j'ai facilement. dit, regarde, par exemple, Arafat avait 17 ans en 2002. Maël, aujourd'hui, en a 16. Ouais. Donc, en fait, on est vraiment en train de montrer vraiment cette époque-là, de comment il veut rentrer dans le milieu de la nuit, dans le milieu du showbiz, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la série, on retrouve de tout, hein. Ok. De la trahison, Et tu comptes de aller la... jusqu'à combien de saisons? Pardon? Tu comptes aller jusqu'à combien de 3 saisons? saisons. 3 saisons. Donc, si on Voilà. se projette rapidement qu'on laisse la saison 1 avec les 6 épisodes qui retracent, on va dire, les débuts d'Arafat avant le grand succès, lorsqu'on va voir la saison 2, est-ce qu'on verra ses compagnons comme les Olopacha, les Landry Agban apparaître dans ce film? Même dans la... Ou bien on verra des Même, personnages qui vont... Est-ce qu'on verra des acteurs qui vont incarner leurs personnages? même dans la saison 1, hein, Ok. on voit déjà Olopacha. Même dans la saison 1, on voit déjà Olopacha. Dans la saison 1, on voit déjà, je ne sais pas vous de spoiler, mais il y a plein de Mouloukoukou, il y a plein de personnes déjà dedans. Et tout ça, tous ceux-là, ils sont incarnés par des acteurs. Exactement. Ok. Donc, tu n'as pas voulu forcément. Mais pourquoi n'avoir pas, puisqu'il y a certains qui sont vivants, les Olo et autres, pourquoi ne les avoir pas choisis tout de même pour camper leur Non, rôle Olo? il y aura pas d'équilibre en termes de morphologie, en fait. Tu peux pas mettre Maël à côté de Olopacha, c'est pas équilibré, c'est trop son fils. Vous voyez ce que je veux dire, c'est trop son bébé, en fait. Donc, Donc, on est fallait. un Olopaka un peu bébé, un peu jeune. Oui, on a un Olopacha Le jeune. Ouais. Olopaka jeune, est-ce qu'il ressemble au vrai Olopaka? Pour parler de manière relâchée un peu. Je trouve, ouais, je trouve. Après, faut savoir aussi prendre les photos de Olopacha aussi rétro. Faut pas voir le Olopacha moderne. Faut voir le Olopacha de avant. Mais je trouve. Très souvent, ce genre de série s'inspire d'ouvrages. Est-ce que tu as pu t'inspirer de certains ouvrages tout de même, au-delà des interviews que tu as fait de manière croisée, ça et là, en interviewant des acteurs qui connaissent la vie d'Arafat, est-ce que tu as pu quand même adapter des extraits de certains ouvrages qui parlent de Didier Arafat? Non, j'ai pas lu des livres. Par contre, j'ai pas lu des livres. J'ai lu des articles sur Internet. J'ai regardé beaucoup d'interviews de ses amis proches qui racontaient des histoires, des anecdotes, de plein de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé ça. J'ai vraiment pas lu des livres. Je crois qu'il y a un seul livre de lui qui est sorti, hein. Donc, Le livre de H. Aliment qui parle du coupé décalé, je crois bien. Ouais. Euh, en termes de plan axiologique, on va dire, quel est le message que tu veux qu'on retienne? Quel est le message que tu veux faire passer réellement au travers de cette série? Tu veux faire passer quel message réellement? bon, moi, je veux juste montrer en fait les difficultés que l'artiste a connues avant son succès. J'ai envie de montrer aussi que le showbiz est très difficile. J'ai envie de montrer ça parce qu'il faut savoir que en fait, à l'époque, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui veulent juste s'en sortir, en fait. Ils sont en galère, c'est très compliqué. Et il y a une chose super importante aussi, c'est qu'il y a l'atmosphère sociale de l'époque. Ça veut dire qu'en 2002, il y a le coup d'État, il y a le couvre-feu. Donc tout ça, on retrouve dans la série, en fait. J'ai vraiment créé l'atmosphère vraiment par rapport à ça. On retrouve tout ça dans la série. Donc les contraintes, le fait est que par exemple le couvre-feu est à 16h, les gens ils vont faire la fête dans les maquis à midi, le matin, le soir c'est fermé. Donc vraiment c'est tout ce que j'ai envie de travailler, tu vois. Donc moi c'est ce message-là que je voulais faire ressentir aux Ivoiriens parce que je trouve que la période de 2002 à 2010 est très riche en termes d'histoire. De la musique ivoirienne, de la musique sociopolitique, de plein de choses. Et franchement, je ne m'arrêterai pas seulement qu'à ça, hein, parce que je suis en train de travailler encore d'autres scénarios qui ne parlent pas spécialement de la musique, mais qui sont reliés aussi à la Côte d'Ivoire, à des trucs vraiment. Parfait. Lorsque tu parles de cette époque-là, et surtout de l'émergence d'un courant musical comme le coupé décalé, c'est-à-dire que tu retranscris carrément l'histoire musicale avec les mêmes acteurs, comme on va dire en son temps, il y avait des artistes coupé décalés comme DJ Jacob, Alan DJ, Dream Team, Christy B. Est-ce que toutes ces personnes-là, on retrouve leurs traces quelque part dans cette série-là, dans ta Si, série qui est dédiée à Didier Arafat? si. Je sais que c'est très compliqué parce que je ne pourrais pas mettre tout le monde. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque personne a son histoire avec Arafat. Chaque personne. Moi, j'ai mon histoire avec Arafat. Peut-être que toi aussi, tu vas peut-être te rencontrer, tu as ton histoire avec lui. Donc, chaque personne a son histoire avec Arafat. Donc, mais je ne peux pas mettre les histoires de tout le monde. Je peux prendre des trucs très intéressants et créer une histoire en fait autour de ça.
En tout cas, Voilà, tu as essayé de synthétiser à ta façon. Et exactement. l'histoire, on a vu la bande-annonce, elle est très originale, elle est Merci. très émouvante. On voit le succès qu'a rencontré cette bande-annonce. Ouais, Et comme tu l'as dit, même moi, ça me la dépasse, hein. la première diffusion, ce sera certainement pour début 2024. Avant de refermer la parenthèse, quelques anecdotes comme ça, quelques informations exclusives que tu peux nous faire partager à la faveur de cet entretien, des histoires que vous avez vécues sur le tournage, enfin, dans ta quête de l'information, dans ta recherche de l'information, pour pouvoir écrire et mettre en image cette série. Bah, en fait, déjà, avant de raconter l'anecdote, je tenais d'abord à dire merci à la mairie de Cocody et merci à la mairie de Yopougon parce que ils m'ont donné, ceux qui m'ont donné l'autorisation de pouvoir tourner dans la ville. Je suis arrivé avec le projet, j'ai donné le dossier, le scénario, ça a été validé 2 jours après. Donc, c'était très, très, très compliqué. Parce que, en fait, il faut savoir que il y a des scènes avec des militaires. Vous voyez? Donc, en fait, on devait tourner avec des armes, par exemple, dans la rue. Et c'est pas évident en Côte d'Ivoire de Des tourner armes encore avec des... factices, il faut Ouais, des préciser. armes de cinéma. Mais vous connaissez en Côte d'Ivoire, une fois que c'est... On ne sait pas si c'est faux ou c'est vrai. C'est tant que... Donc, en fait, j'ai fait des autorisations à la mairie de Cocody et à la mairie de Yopougon que je voulais tourner. Et mon scénario, ça parle un peu de la politique de l'époque, ça parle un peu du showbiz, donc il y a le couvre-feu. Donc, il y aura forcément des acteurs qui seront habillés en militaire, mais ce ne sont pas des militaires. Donc, en fait, il fallait signaler à la gendarmerie. J'ai signalé à la gendarmerie. Donc, je tenais à dire merci parce que tout s'est bien passé. Et je tenais à dire merci au quartier CDC Terminus 40, mon quartier où j'ai grandi, qui nous ont accueillis vraiment comme ça, qui a accueilli l'équipe de tournage. On était une vingtaine. Ils ont pris soin de nous. Ils ont fait. Franchement, merci à eux. Et puis, après, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, hein. Il y a des personnes qui n'étaient pas contentes qu'on tourne la série. Il y avait des petits jaloux, des personnes qui ne voulaient pas qu'on tourne dans leur couloir. Il y a des voisins qui ne voulaient pas qu'on tourne. Et même avant la fin du tournage, même pendant qu'on tournait une scène, il s'est passé un truc où, par exemple, il y a eu il y a eu des coups de feu, des vrais coups de feu. Et en fait, je raconte ça tous les jours parce que franchement, c'est super, ça me fait trop rire. Il y a eu des vrais coups de feu et on était tellement fatigués que moi, je voulais en finir. Donc, je disais que venez, on finit. Et puis, Maël me dit, mais là, en fait, c'est pas des, comment on appelle, des feux d'artifice. Là, c'est vraiment des coups de feu. Et après, 5 minutes après, on avait des gens de la PJ qui sont arrivés avec un voleur sur notre tournage. Ils disent, ouais, désolé, on n'attrape pas un voleur ici. Donc, on est en train de tourner. Et ils ont demandé qu'est-ce que vous faites. On leur a dit que nous, on fait un tournage ici. Ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est que vous allez attendre. Ils ont demandé au voleur de venir balayer notre tournage. Donc, le gars, il a balayé tout le plateau de tournage et tout. C'était sa punition, en fait. Après, c'était super drôle, en gros. Il y avait plein d'anecdotes comme ça ce jour-là, mais voilà, c'était cool. Parfait. Lorsque tu parles des armes factices, tu parles des décors qui ont été réaménagés, pas mal de choses, des figurants, les tenues, les costumes. Forcément, on est tenté de demander au final combien est-ce qu'en tant que producteur délégué, je vais dire ça comme ça, tu as dû mettre dans ce film. Non, il y a eu de l'argent qui a été mis. Non, mais je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler d'argent en live, malheureusement. Mais la Vous me production, comprenez. c'est un coup tout de même, hein? Ah oui, oui. Là même, tu vois, par exemple, la bande-annonce qui donne envie, qui est bien filmée, qui est bien faite. Il y a des moyens qui ont été mis, tu vois. Et voilà, comme je dis, je ne suis pas seul. Il y a une grosse équipe derrière, une grosse machine. C'est vrai que c'est moi, je suis un peu la façade, je suis un peu la face du projet, mais derrière, il y a au moins 30 personnes qui travaillent comme on appelle, dans l'ombre, hein. Là, des chargés de production, comme on appelle, des chargés de communication, des directeurs artistiques, des stylistes, des chefs décorateurs, et j'en passe. Voilà. Donc, il y a une grosse machine derrière. Mais voilà, il y a des moyens qui sont mis. Toute dernière question. Tu as lancé la bande-annonce. On est en entente. Tu dis la diffusion, c'est début 2024. De maintenant à début 2024, qu'est-ce qu'on doit attendre? On te laisse travailler sur les autres scénarios. Qu'est-ce Ouais, qu'on en fait? fait, On attend ouais, quoi par rapport je pense à la que promotion de cette série événement? en fait, bon, il faut savoir que j'ai tourné l'épisode en 2022, hein, et c'est que maintenant que je vais faire l'annonce. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'en fait, que le film il est prêt. C'est juste que j'attendais le bon moment pour l'envoyer, en fait. Tout à Mais il y fait. aura 3 teasers. Avant que la série va sortir, il y a 3 teasers en général. Ça, c'était le premier teaser pour donner envie.
mais ça a eu un gros succès. Donc, il y aura encore un deuxième teaser qui va arriver. Il y a un troisième teaser qui va annoncer la date et le jour de la sortie. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que soyez patients. Et puis, nous, on rentre en production. On va travailler dur pour ramener vraiment un produit de qualité. Pour que vraiment on puisse mettre le cinéma ivoirien là et concurrencer de grosses productions comme telles que le Nigeria et le Sénégal en ce moment qui montent en puissance. Merci Alain Dembélé, merci de nous avoir donné l'exclusivité, en tout cas par rapport aux coulisses. Comment est-ce que ce projet a été conçu? Cette rencontre impromptue, inopportune avec Maël Okoulman en Côte d'Ivoire et le garçon qui s'invite dans ce projet. Au final, vous faites les premiers tournages et aujourd'hui, on a la phase de la bande-annonce. Tu nous as donné quelques coulisses, en tout cas par rapport au tournage. Tu nous as donné des exclusivités. Tu nous as expliqué un peu en long, en large, un peu l'esprit qui entoure cette production. On voulait te dire déjà bravo, félicitations. Ce n'était pas évident, mais tu y es arrivé. Bravo. Merci d'avoir été notre invité. Forcément, on va se capter. Et puis, merci pour la dernière fois. Ça fait bientôt un an qu'on s'est vu. C'était en novembre 2022. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? En fait, ce qui est drôle, c'est que je t'avais parlé de ce projet-là, je crois, en 2021. Tout à fait, en 2021, ouais. Mais on a fait une interview, mais c'est passé inaperçu. Personne n'avait compris que je préparais un truc comme ça, mais je t'avais donné l'exclusivité à l'époque. C'est ça. Et bon, voilà. C'est ça. Et bizarrement, on a diffusé à nouveau, on va dire, cette interview avec la bande-annonce, j'ai vu tout à l'heure le trafic sur la chaîne YouTube. Il y a déjà près de 10 000 personnes qui ont vu. Ah ouais. C'est-à-dire que chaque fois, justement, les interviews répondent à des actualités aussi, fonction des bulles de filtre, fonction de ce qui est en ce moment qui tourne. On essaie de réactualiser et forcément, tout de suite, le message y passe. C'est surtout ça. Mais bon, il faut aller un peu trop, c'est ça la communication. En tout cas, merci mon Dieu, merci aussi à toi pour les interviews, toujours croustillantes, toujours au cœur du people, comme on le dit, toujours en train de dénicher l'information pour vraiment égayer vraiment les Ivoiriens et les donner vraiment ce qu'il faut comme contenu. Merci. Merci aussi, je pense au canal pour te dire merci parce que grâce à toi, on a pu faire aussi un projet ensemble en Hollande, un projet très important, très sérieux. Et puis voilà, hein, merci. Et puis bon, j'espère que si jamais tu es sur Paris en octobre, je pourrais t'inviter à regarder, à venir à l'avant-première au cinéma avec grand plaisir. Oui, je suis là. En ce moment, je suis sur la France. Je ne bouge pas. Ok. Je ne bouge pas. Donc, forcément, si c'est un week-end, parce que là, je bosse. Donc, en semaine, il faut bosser. Et puis, les week-ends, quand on peut, on consacre ça un peu à Actu People. Donc, je pourrais répondre avec grand plaisir à l'invitation. Déjà, le 14 octobre, on sera à Paris pour le concert de Soumbil. Peut-être qu'on se verra. Ok. Il y a Soumbil qui sera en concert le 14 octobre au Trianon. Il y a pas mal de concerts en ce moment. Et voilà, on se verra avec grand plaisir. Okay. Ça marche donc. Merci tout le monde. Et puis, on se dit à la prochaine. Ça marche. Si tu peux te déconnecter, je vais conclure rapidement. Puis dire merci aux abonnés d'ActuPeople.net. Merci beaucoup, Alain. Merci. C'était Alain Dembélé pour, dans le cadre donc, de la sortie imminente de sa série événement Enfants bénis. Il était l'invité donc d'ActuPeople.net. Nous a donné un peu les coulisses voilà, de réalisation de ce projet-là sur lequel il travaille depuis maintenant quelques années. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des cœurs, des commentaires, qui ont partagé. Merci de continuer de nous suivre, de voir nos différentes productions. Justement, Alain parlait de cette interview qu'il nous a accordée il y a 1 an, 2 ans en arrière, où il disait en avant-première, il parlait en avant-première de ce film événement-là. Voilà, il nous en parlait déjà en avant-première. Vous pouvez revoir cette interview sur la chaîne YouTube ActuPeople.net ou encore sur la page Facebook ActuPeople.net. Merci à Diana Yadi, merci à tous ceux qui ont kiffé l'interview comme elle. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On va aller suivre le match France-Uruguay, le match de rugby. Voilà, le corps sportif. Allez les Bleus. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net. Jelika Koulibaly, j'ai vu en Allemagne pour tous vos problèmes de couple là-bas. Voilà. Bon, bref, ça, c'est un autre cas. Et n'oubliez pas, il y a pas mal d'événements ce mois-ci. J'ai parlé tout à l'heure des différents concerts. Le concert de Habib Koïta, le concert, attendez, je reprends rapidement l'agenda. Alain Guy sera en concert donc le 30 septembre 2023 au Palais de la Culture. Ramatoulaye
concert One Man Show le 30 septembre 2023. François Kelsey à l'acoustique le 8 octobre 2023. Macaulay King en concert le 14 octobre au New Morning. Soumbil, 14 octobre, Trianon. Apuchu National le 6 janvier 2024 et Abi Kouate donc, le 6 octobre 2023 à l'Institut français. Merci de rester fidèle à artupeople.net et de vous bénir. À très bientôt pour une autre interview en direct live sur notre page Facebook. Merci.